Salut les As, ici Dina Gilbert, chef d'orchestre. J'ai vraiment hâte de répondre à toutes vos questions. Salut les As! Aujourd'hui, c'est la chef d'orchestre Dina Gilbert qui répond à vos questions. Dina collabore avec des orchestres du monde entier. Au Canada, elle travaille notamment avec le Kamloops Symphony Orchestra à Vancouver et les Grands Ballets canadiens à Montréal. Elle a répondu à 5 de vos questions. C'est parti! La première est de Plante de Lune. Qu'est-ce qui t'a rendu certaine de ta décision de faire des études approfondies en musique? C'est un fait connu que ce n'est pas tout le monde qui est bon en musique qui réussit dans la vie, malheureusement. Très bonne question, Plante de Lune. Écoute, je me posais la même question pendant un très bon moment, je dirais, parce que j'ai d'une famille de 6 filles, je suis la 5e. On a toutes fait de la musique à la maison, mais je comprenais pas pourquoi mes sœurs aînées arrivaient à facilement trouver une vocation, s'en aller en soins infirmiers, s'en aller en pharmacie. Et moi, je me disais, ben, je fais vraiment beaucoup de musique, mais je sais pas encore qu'est-ce qui m'allume autant, qu'est-ce que je vais faire d'autre. Et j'avais aussi en tête le fait, est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie comme ça? Donc, je me suis dit, je vais continuer ma passion, tant et si longtemps que j'aurai pas trouvé une alternative qui va être aussi passionnante pour moi. En me disant, je vais commencer par faire un cégep en piano et clarinette. Mais à chaque fois, j'avais quelque chose qui m'accrochait davantage. Donc, j'ai décidé, juste en attendant, je vais faire un baccalauréat en clarinette. Après mon baccalauréat, je vais trouver un vrai métier. Je rentre ensuite au baccalauréat en clarinette. Je suis extrêmement intéressée par le fait de jouer en groupe, bien sûr, mais aussi par le fait qu'il y a une classe de direction d'orchestre optionnelle. Et donc, après quelques classes avec ce professeur-là, pendant que je faisais mes études à l'Université de Montréal, il m'a approché et m'a dit « Dina, est-ce que tu avais déjà pensé de chef d'orchestre parce que tu sembles vraiment avoir l'instinct pour ça et le talent et l'oreille. » Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que tout le chemin que j'avais parcouru jusque-là était pour ça. Donc, avec lui, je me suis préparée pour la maîtrise en direction d'orchestre parce que c'est un programme qui est très contingenté. Ça veut dire qu'on sélectionne juste 1 ou 2 étudiants par année. Et j'ai été l'heureuse élue, donc choisie pour le programme. Puis je dirais qu'à partir de ce moment-là, j'ai jamais douté que j'étais sur la bonne voie parce que je trouvais que là, j'avais rassemblé tous les éléments qui me passionnaient. La musique, sans avoir à choisir un seul instrument, et surtout le contact humain, de pouvoir travailler avec autant de gens dans un orchestre et de pouvoir partager ce plaisir-là avec un public. Donc, je dirais à partir de ce moment-là, j'ai jamais hésité et ça a été concluant parce que maintenant, je gagne ma vie très bien en étant chef d'orchestre. Puis en fait, justement, les craintes que je m'étais fait à l'idée de peut-être que mes parents vont être inquiets pour moi si je poursuis des études en musique parce que, en effet, il y a énormément de gens qui sont talentueux, mais c'est difficile de se tailler une place. Finalement, je me suis rendu compte que je me faisais toutes ces craintes-là pour eux, qu'ils n'avaient pas du tout. Ensuite, une question de Wolfillage. J'ai déjà fait partie d'une chorale et je me demande, comment marche la baguette? Vous la tournoyez dans les airs, mais pour vous, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Bonne question et bonne aussi observation parce que c'est vrai que quand on dirige un chœur, c'est rare qu'on utilise une baguette. Et il faut comprendre que la baguette, elle n'est pas essentielle. La raison pour laquelle on peut l'utiliser, c'est tout simplement parce que ça devient une extension du bras. Donc, il y a vraiment des codes de base d'avoir une baguette qui est à peu près la longueur de notre avant-bras. Sinon, on va essayer aussi de la garder de façon droite dans notre main pour que justement toute l'information soit canalisée jusqu'au bout de la baguette. Donc, si je la tiens comme ça puis je fais ça, il y a un musicien qui risque de regarder l'information de mon coude, l'autre du poignet, l'autre du bout de la baguette. Ça risque de pas donner quelque chose de très heureux. Et après ça, on a comme des gestuels de base. Donc, on la tournoie pas comme ça dans les airs, mais dans le fond, la gestuelle qu'on va avoir avec ou encore sans baguette, il va toujours y avoir des codes comme par exemple, aussitôt qu'on va lever les bras, on va comprendre qu'on est en train de créer ce moment-là de concentration d'énergie des musiciens ou encore des choristes qui sont devant nous, qui vont s'attendre à ce qu'on donne de façon très rapprochée, très imminente, le début de la musique. Et le début de la musique, dans le fond, ça va se faire avec une inspiration. Et donc, pour inspirer, je vais aller vers en haut. Et quand je vais retomber, ça va être le premier temps ou encore la première pulsation pour débuter la musique. Et juste dans cette insufflation-là, donc dans cette respiration-là, selon la vitesse avec laquelle je vais la faire, l'intensité, ça va déjà donner des codes aux musiciens ou encore aux choristes sur la nuance qui va être apportée, le tempo, toutes ces informations-là. Et ensuite, on a des gestuels de base, donc une musique qui serait à 2 temps. 1, 2, 1,
2. Ça fait comme une espèce de J inversé. Si on a une musique qui est à 3 temps, ça va être en bas, vers l'extérieur, en haut. En bas, vers l'extérieur, en haut. Si on est à 4 temps, ça va être, encore une fois, le premier temps toujours en bas devant nous. 1. Cette fois-ci, le deuxième temps va être vers l'intérieur. Le troisième temps vers l'extérieur. Quatrième temps vers en haut. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est vraiment le vocabulaire de base à travers lequel ensuite, avec la main gauche, on va pouvoir illustrer du phrasé, avec l'intensité expressive de tout le corps et du visage. On va aussi pouvoir donner un impact plus fort à un endroit. On va pouvoir soutenir le son ou encore le relâcher très rapidement. Et ça va être tous des éléments qui vont faire en sorte un peu comme si le chef d'orchestre est un comédien avec un texte. Et au lieu de le lire, je dois l'illustrer en 3D. Mais ça se fait pas tout seul, il n'y a rien de magique, c'est pas Harry Potter. Ensuite, une question de squatistique. Combien de temps ça prend à organiser tout un concert? Alors, squatistique, c'est une grande question avec plusieurs paramètres. Donc, comment préparer un concert? C'est en plusieurs étapes. Je vous donne un exemple. Dans les derniers jours, j'étais en conversation avec une directrice de la programmation pour un orchestre en France et on est en train de planifier. Là, aujourd'hui, on est le 4 avril 2024 avec une belle tempête de neige. On est en train de planifier qu'est-ce qu'on pourrait faire comme concert en décembre 2025. Donc, c'est vraiment à l'avance. On peut penser que les musiciens vont pratiquer pendant des mois avant ce concert-là. Les musiciens vont recevoir, règle générale, la partition musicale d'un concert, je dirais, entre... ça, le minimum, ça serait 2 semaines. Sinon, ça serait 6 semaines avant un concert. Ils vont recevoir la musique à la maison. Et chacun, c'est la responsabilité, donc, de pratiquer sur son propre temps et d'être prêt. Tandis qu'on va commencer les répétitions 2 jours avant le concert. Ça m'est même arrivé des fois quand je fais des concerts jeunesse ou des concerts avec des orchestres de très, très haut niveau comme l'Orchestre symphonique de Montréal. On fait une répétition le matin, le soir, je suis en concert. Ensuite, une question de Tim Alexandra Strilinski. Bonjour, j'aime la musique, je suis passionnée par le piano. Voici ma question, pourquoi n'y a-t-il pas souvent de piano dans les orchestres symphoniques? Tim Alexandra Strilinski, d'ailleurs, que je connais, on a fait nos études ensemble en même temps à l'Université de Montréal, c'est que le piano était considéré comme un instrument soliste pendant très longtemps. Un soliste, c'est un instrumentiste qui va être à l'avant de la scène et qui va être accompagné par le reste de l'orchestre. Donc, Mozart a commencé à faire des concertos pour piano à écrire pour cet instrument-là qui était donc à l'avant-plan devant l'orchestre. Et c'est vraiment juste à partir de... C'était Berlioz en 1831, un compositeur français qui a décidé « Ah, ben moi, je vais prendre le piano, mais je vais l'insérer à l'arrière de l'orchestre, que ce soit plus un instrument qui fait partie de l'orchestre sans qu'il soit mis en lumière plus grande de plus grande valeur que les autres instruments de l'orchestre. » Donc, c'est pour ça, c'est que historiquement, ça a pris du temps. Et je dirais, il y a des compositeurs russes comme Stravinsky dans Petrouchka, où est-ce qu'on entend vraiment des belles lignes de piano à l'intérieur de l'orchestre. Et aujourd'hui, je dirais que c'est fréquent. Les compositeurs d'aujourd'hui, s'ils ont la possibilité d'avoir un piano, il va être là. On aime beaucoup avoir du piano à l'orchestre. Et on termine avec une question de Sport 010. Est-ce que tu t'es déjà trompé de note dans un de tes spectacles? Alors, Sport 010, l'erreur est humaine. Bien sûr, tout le monde peut faire des erreurs, même les professionnels. Qu'est-ce qui est important, c'est de focusser sur qu'est-ce qui s'en vient au lieu d'être tracassé par ce qui vient de se passer. Donc, je me souviens bien sûr que quand je faisais des compétitions de piano ou encore quand j'étais clarinettiste, que ça pouvait arriver. Et je dirais que même les plus grands solistes, les plus grands musiciens peuvent aussi se tromper. Je pense que la différence, c'est qu'on a une capacité à rester beaucoup plus concentré pour la suite. Puis je pense aussi, c'est le fait que quand on est convaincant, même avec une fausse note, on peut arriver finalement à déjouer le public puis à faire en sorte que ça ne paraît pas du tout. Donc, je pense que c'est des astuces de musicien. Puis je dirais l'autre chose aussi, c'est que si on vise toujours la perfection, au final, des fois, on va faire des prestations qui vont être moins intéressantes pour le public. Donc, moi, je pense maintenant beaucoup plus au fait de penser que la priorité, ça va être la communication plutôt que la perfection. Et je trouve que ça fait en sorte que ça enlève un stress et que ça nous permet de vraiment mieux interpréter un spectacle et que le public peut mieux l'apprécier. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Et si l'occasion se présente, si vous venez voir une des représentations que je dirige, soit au ballet ou encore à la tête d'un orchestre symphonique, venez me dire un petit bonjour à la fin. Bye bye!